Premier test délicat pour la coalition Netanyahou à la Knesset. Le vote d'un amendement sur le nombre de ministres rencontre une vive opposition, ce qui pourrait retarder la formation du gouvernement. Première visite d'un président français à Cuba. François Hollande va rencontrer tout à l'heure Raúl Castro, mais il appelle à la levée de l'embargo américain qui frappe Cuba depuis la guerre froide. Les monarques du Golfe vont bouder le sommet organisé par Obama sur le nucléaire iranien. Le roi Salman d'Arabie Saoudite se fera représenter. Seuls les émirs du Qatar et du Koweït seront présents. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. C'est donc un premier examen de passage pour Benyamin Netanyahou devant la Knesset. Il doit tenter d'obtenir ce soir le vote d'un amendement qui lui permettra de nommer plus de ministres dans son gouvernement. Mais l'opposition l'a déjà annoncé, elle va faire obstruction à ce vote, d'où un gros retard prévu, peut-être même pour la formation du gouvernement. On ira dans un instant à Jérusalem retrouver notre envoyé spécial Daniel Haïk qui suit les débats à la Knesset. Dror Even-Sapir, bonsoir. Bonsoir. Analyste politique donc sur i24 News, ce qui signifie que tout cela va prendre du retard. Ça traîne en longueur, incontestablement. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que ce que Benyamin Netanyahou lui-même aurait voulu. Et il aurait sans doute pas aimé cette formule, mais on peut dire, sans mauvais jeu de mots, qu'il commence du pied gauche. Cette nouvelle législature, le Premier ministre israélien, parce que les choses prennent beaucoup trop de temps. Et pourquoi elles prennent beaucoup trop de temps ? Parce que Netanyahou insiste pour que cette loi qui lui permettra de nommer plus de ministres que ce que la loi que le précédent gouvernement avait voté, cette loi, Benyamin Netanyahou insiste pour qu'elle soit adoptée avant qu'il ne présente son nouveau gouvernement. Pourquoi ? Parce que s'il avait présenté son gouvernement avant de faire voter cette loi, peut-être que certains députés Likoud auraient été frustrés de ne pas avoir été nommés ministres, se seraient sentis lésés, et peut-être lui auraient fait faux bond lorsque la loi sur le gouvernement aurait été présentée à la Knesset. Or, Benyamin Netanyahou ne peut se permettre absolument aucune défection. Avec une majorité de 61 sièges, donc une majorité d'un siège seulement, aucune défection n'est envisageable du point de vue de Benyamin Netanyahou. Donc, dans un premier temps, faire adopter cette loi sur l'augmentation du nombre de ministres, et dans un second temps, faire adopter par la Knesset la composition du nouveau gouvernement. C'est pour cela que les choses traînent en longueur. Les députés vont se prononcer cette nuit, en première lecture seulement, sur la loi sur l'augmentation du nombre de ministres et de vice-ministres. Tout cela va prendre beaucoup de temps, parce qu'on peut bien évidemment compter sur l'opposition pour qu'elle présente une série d'amendements qui vont ralentir le processus législatif. Alors justement, l'attitude de l'opposition et notamment du Parti travailliste, Herzog, pose question parce qu'on se demande s'il y aura toujours un élargissement possible. Écoutez, dans cette situation, l'opposition sent bien que Netanyahou est dans une situation de faiblesse. Et rallier le gouvernement aujourd'hui pour l'opposition, ce serait sauver la mise de Benyamin Netanyahou. Donc il n'en est pas question pour l'instant. D'ailleurs, les travaillistes ont déposé, alors que la Knesset, la 20e Knesset vient à peine d'être inaugurée, les travaillistes ont déposé une proposition de loi pour la dissoudre, pour dissoudre cette Knesset et proposer des élections anticipées. Yitzhak Herzog a dit très clairement, Netanyahou n'est pas parvenu à présenter son gouvernement, il faut organiser de nouvelles élections aussi peu de temps après les précédentes. Donc Herzog, dont les formulations sont un petit peu ambiguës quand même, sur son engagement à ne pas rallier Benyamin Netanyahou. En son fort intérieur, très probablement, Yitzhak Herzog attend que Benyamin Netanyahou lui propose des propositions sérieuses, peut-être le portefeuille du ministère, le portefeuille des Affaires étrangères, qui est resté vacant depuis la défection d'Avigdor Lieberman, d'autres portefeuilles d'importance pour les membres de son propre parti. Mais encore une fois, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, pour les travaillistes, rallier le gouvernement, ce serait tirer Benyamin Netanyahou d'une très mauvaise passe. Donc pour l'instant, en tout cas, il n'en est pas question. Dans quelques mois, il y aura une toute nouvelle donne. Et là, peut-être qu'un ralliement de l'opposition de centre-gauche sera ou serait envisageable. Qu'en est-il de Lieberman qui, lui, fait défection, mettant évidemment Netanyahou dans l'embarras ? Alors, certains membres de Likoud, certaines personnes dans l'entourage de Benyamin Netanyahou pouvaient peut-être compter sur une nouvelle volte-face d'Avigdor Lieberman. Ça n'aurait pas été la première fois qu'Avigdor Lieberman prend une décision contraire à celle qu'il a prise quelques jours auparavant.
Mais on imagine mal Avigdor Lieberman rejoindre le gouvernement, même à un prix plus élevé de son point de vue, avec non seulement le ministère des Affaires étrangères et d'autres avantages. On le voit mal se les dire, parce qu'Avigdor Lieberman a eu aujourd'hui des mots très très durs contre Benjamin Netanyahou. Il a accusé le Premier ministre d'avoir trompé ses électeurs, les électeurs de droite, et d'avoir menti, d'avoir été un menteur. On savait que les relations entre les deux hommes étaient mauvaises. Et là, Avigdor Lieberman ne recule pas devant les formulations les plus dures vis-à-vis du Premier ministre. Définitivement, il s'installe dans l'opposition de droite à un gouvernement dont le centre de gravité sera à droite. Mais il aura une opposition de gauche, les travaillistes, peut-être aussi Yair Lapid, et il aura également une opposition sur sa droite qui sera dirigée probablement par Avigdor Lieberman, à moins qu'Avigdor Lieberman, et ça aussi certains observateurs de la vie politique israélienne l'envisagent, ne prépare sa sortie de la vie politique. Et là, le parti Israël Beiteinu, privé de leader, pourrait peut-être rejoindre le gouvernement Netanyahou. Mais là, du point de vue de Lieberman, ce serait effectivement donner un cadeau à Benjamin Netanyahou. Et étant donné les mauvaises relations entre les deux hommes, on imagine mal un tel scénario se réaliser. Merci Dror Even Sapir. On va justement revenir sur cette ambiance qui a présidé à la Knesset aujourd'hui donc, pour ce premier test de la nouvelle coalition Netanyahou. Joseph Emmanuel. L'ancien colistier de Benjamin Netanyahou savoure-t-il les effets de sa défection ? Avigdor Lieberman, avec son refus d'intégrer la coalition, a mis le Premier ministre israélien dans une situation très sensible. Un refus qui a créé la surprise, une surprise pas si grande, étant donné les rapports houleux qu'entretiennent les deux hommes depuis un certain temps. Et à ceux qui imaginent qu'une coalition de gauche peut encore voir le jour, le ministre sortant des Affaires étrangères répond avec son légendaire franc-parler. Nous n'avons aucunement l'intention de coopérer avec l'opposition de gauche. Nous allons nous présenter comme une réelle alternative de droite et nous agirons en conséquence au Parlement. Un Parlement qui n'a toujours pas de gouvernement. Le Premier ministre n'a pas encore soumis la liste de ses ministres à l'approbation du Parlement, pas avant d'avoir fait voter par ce même Parlement la loi permettant d'augmenter le nombre de ses ministres. La manœuvre politique est fine. Elle devrait permettre à Benjamin Netanyahou de faire approuver sans encombre la composition de son prochain gouvernement. Dans son rôle, l'opposition a parfaitement perçu la faiblesse du Premier ministre. La coalition ne tient plus qu'à un fil et le chef de l'Union sioniste compte bien couper ce fil. Dans ce Parlement et dans toute la classe politique, je suis le seul à être capable de former un gouvernement alternatif. Je n'appelle donc à tous les membres de la coalition. Je n'appelle également aux partis ayant intégré cette coalition à assumer votre responsabilité nationale et à écouter votre sentiment de responsabilité qui vous ont mené dans cet endroit. Une responsabilité politique qui les ferait quitter la coalition gouvernementale si lourdement bâtie. Presque impossible, mais une situation déjà vue par le passé. La présentation du gouvernement, qui devait avoir lieu ce mercredi, sera certainement repoussée au lendemain et peut-être même à la semaine prochaine. Alors, quelle est la température justement ce soir à la Knesset? On va retrouver sur place à Jérusalem Daniel Haïk. Bonsoir Daniel, est-ce qu'on est en train de trouver un compromis ou est-ce qu'il faut s'attendre à passer la nuit, et vous d'ailleurs peut-être à la Knesset ce soir? Eh bien écoutez, un compromis a été trouvé, il a été, on va dire, décidé par le président de la Knesset. Dans un premier temps, on pensait que l'opposition monopoliserait son temps de parole dans cette premier débat de première lecture de cet amendement à la loi sur le gouvernement. Mais finalement, le président de la Knesset, Yuli Edelstein, a décidé que chaque député n'aura pas plus que 3 minutes de temps de parole. Et donc, on estime que l'on devrait voter la première lecture de cet amendement dans la prochaine heure, peut-être 1h30, d'ici 21h30. On devrait connaître donc le résultat de ce vote. Il ne devrait pas y avoir de surprise. On estime que les 61 députés seront présents. Ils sont en tout cas dans l'hémicycle pour l'instant. Ils sont en tout cas à l'intérieur de la Knesset et ils devraient donc tous voter selon la discipline parlementaire imposée par Benjamin Netanyahou en faveur de cet amendement. Le problème pourrait intervenir seulement demain, mardi ou dans la soirée de mardi, avec le vote en seconde et troisième lecture. Et là, il est possible que l'opposition soit plus combative et fasse traîner le débat jusqu'à mercredi matin. Alors, Daniel, qu'en est-il maintenant de la répartition des postes de ministres, notamment au sein du Likoud, le parti de Netanyahou?
Oui, c'est une bonne question. On pensait que Benyamin Netanyahou commencerait à répartir, à distribuer les portefeuilles ministériels qui lui restent aux membres députés du Likoud dès le début de la semaine. En fait, Benyamin Netanyahou est prudent. Il intervient dans un climat, on va dire, de défiance, de méfiance au sein même de son propre parti. Il se trouve dans une situation où il veut absolument que tous les députés, les 61 députés, votent avant tout cet amendement à la loi sur le gouvernement, qu'il puisse donc élargir son gouvernement et nommer autant de ministres qu'il le veut, parce qu'il craint que si finalement il y a parmi eux des déçus, eh bien l'un de ces déçus pourrait ne pas accepter, pourrait ne pas voter en fait cet amendement. Donc il va d'abord tout faire pour que cet amendement passe mercredi, et ce n'est que mercredi qu'il commencera à distribuer les portefeuilles ministériels, ce qui veut dire qu'effectivement il n'y aura pas de vote de confiance du gouvernement mercredi, mais probablement peut-être jeudi et peut-être également dimanche ou lundi en début de semaine prochaine. Merci Daniel Haïk. Vous suivez donc à la Knesset ce premier vote de la nouvelle coalition qui doit intervenir dans la soirée. À Londres, David Cameron a lui mis beaucoup moins de temps que Netanyahou en Israël pour former son gouvernement. Élu jeudi dernier, eh bien, le Premier ministre conservateur britannique a composé sa nouvelle équipe aujourd'hui. C'est une équipe très féminisée, c'est une première au Royaume-Uni, avec plusieurs ministres qualifiés d'eurosceptiques également, car là aussi c'est une tendance marquée du vote des Britanniques. Julien Baloul. Après la victoire, l'heure est aux nominations. La communication est soignée, les annonces se font d'abord sur Twitter. Et parmi celles qui attirent l'attention, l'arrivée de plusieurs femmes dans le nouveau gouvernement Cameron, une douzaine en tout et à des postes d'importance. Ainsi, Nicky Morgan reste secrétaire d'État à l'éducation, Tina Stowell rejoint le cabinet en tant que leader de la Chambre des Lords, Amber Rudd conserve le secrétariat d'État à l'énergie et au changement climatique et Priti Patel devient ministre de l'Emploi. En dehors de cette féminisation du gouvernement voulue par David Cameron, on note l'arrivée de Mark Harper, eurosceptique affirmé, à la tête de la majorité parlementaire. Majorité à laquelle le Premier ministre a déjà promis un référendum sur l'Europe. Oui, nous organiserons un référendum sur notre futur en Europe. Et lorsque nous mènerons ce travail crucial, nous devrons nous assurer d'unir notre pays. Enfin, la presse locale retient aussi la reconduction de la garde rapprochée du chef du gouvernement. Ainsi, le ministre des Finances, de l'Intérieur, des Affaires étrangères et celui de la Défense gardent tous leur portefeuille. Et l'excentrique maire de Londres, Johnson, qui ambitionne de briguer un jour la tête du Parti conservateur, n'a pas reçu de portefeuille, mais il assistera à certaines réunions ministérielles. L'ONU a lancé un appel au calme après les violences qui ont secoué hier la Macédoine, cette petite république des Balkans. 22 personnes, dont 8 policiers, ont été tués dans une opération que les autorités qualifient d'anti-terroriste. 30 arrestations ont d'ailleurs eu lieu aujourd'hui, parmi lesquelles 18 citoyens kosovars, ce qui fait ressurgir le spectre des conflits ethniques dans la région. Léa Berdugo. Des façades calcinées, des dizaines de maisons détruites, vestiges des violents combats à Kumanovo. Les forces spéciales de police ont quitté la ville située au nord du pays. Selon des témoins, quelques habitants qui avaient fui leur quartier regagnaient lundi leur domicile. Ces affrontements entre forces de l'ordre et un groupe armé sont les pires violences survenues en Macédoine depuis 14 ans. Selon la presse locale, le groupe armé opposé aux forces gouvernementales viendrait du Kosovo. Cet épisode a réveillé la crainte d'un conflit semblable à celui de 2001 qui avait opposé les forces gouvernementales macédoniennes aux rebelles albanais. Dimanche soir, la police annonçait la fin de son opération. Le groupe terroriste qui s'était retranché dans plusieurs maisons et qui représentait une menace pour la sécurité des citoyens de la République macédonienne a été entièrement neutralisé et éliminé. Mais pour les habitants de Kumanovo, les vrais terroristes sont les membres des gouvernements macédoniens et albanais. Ce ne sont pas des terroristes qui ont fait cela, car il n'y a pas de terroristes. Les terroristes, ce sont le Premier ministre Nikola Gruevski, le ministre des Affaires étrangères Jan Kulovska, le leader albanais Ali Ahmeti et leur bande de voleurs. Ce sont eux qui ont fait le coup. Nous n'avons pas vu de terroristes, nous n'avons vu aucun suspect dans les environs. Les Albanais musulmans représentent environ un quart de la population de Macédoine. Le pays est confronté à une grave crise politique depuis plusieurs mois. Elle oppose les principales formations slaves. L'opposition de gauche accuse notamment le pouvoir conservateur de corruption.
C'est mercredi que l'Europe doit annoncer un plan afin de juguler le drame des migrants en Méditerranée. Bruxelles envisage de répartir dans les pays européens les migrants qui auraient le statut de réfugiés afin de ne pas laisser l'Italie supporter seule le poids de ce problème. L'Europe qui demande également la mise en place d'une force militaire internationale en Méditerranée, demande qui a été faite aujourd'hui auprès de l'ONU. Écoutez. Nous sommes ici pour vous faire part du besoin urgent de regarder en face la tragédie à laquelle nous faisons face en Méditerranée. 2015 semble être pire encore que l'an passé. Et lorsque l'on sait qu'en 2014, 3300 migrants sont morts en tentant de rejoindre l'Union européenne par la mer, cela signifie que 3 personnes sur 4 qui sont mortes en tentant de franchir la frontière dans le monde sont mortes dans la mer Méditerranée. 3 sur 4. Notre priorité doit être de sauver des vies et d'éviter d'autres pertes en mer. Nous pensons au sein de l'Union européenne que c'est une responsabilité qui nous incombe à tous. Pas seulement à nous, Européens, mais au monde entier. C'est une situation sans précédent. Une situation exceptionnelle requiert une réponse exceptionnelle et coordonnée. Et le statut de réfugié politique, c'est aussi ce que cherchent à obtenir des migrants originaires d'Érythrée qui sont présents sur le territoire israélien. Ils ont manifesté aujourd'hui pour ne pas être expulsés vers leur pays d'origine. Reportage Shahar Peled avec Maël Benoliel. Les dernières pluies du printemps n'ont pas dissuadé les membres de la communauté érythréenne d'Israël d'aller protester contre leur gouvernement. Enough is enough. Ça suffit, nous avons beaucoup souffert du régime, nous sommes ici à cause du régime, nos frères et sœurs meurent en Méditerranée et se font tuer par l'État islamique à cause du régime. Des centaines d'Érythréens sont morts en 2015 alors qu'ils cherchaient à être libres et en sécurité loin de leur pays. La communauté érythréenne d'Israël pointe son gouvernement du doigt, l'accusant d'avoir le sang des réfugiés érythréens sur les mains. Nous demandons à notre peuple de faire comprendre que nous seuls pouvons mettre fin à la souffrance en changeant le système, en ayant chez nous un gouvernement démocratique et responsable. Mais face aux manifestants regroupés devant l'ambassade d'Érythrée en Israël, une poignée d'habitants du sud de Tel Aviv sont venus exprimer leur frustration devant le nombre grandissant d'émigrés installés dans leur quartier. Je ne les considère pas comme des demandeurs d'asile. Ce sont des travailleurs immigrés. Je le ressens tous les jours, à toute heure. C'est très difficile à vivre. Le taux de criminalité a grimpé de 40%. La délinquance est partout. Et depuis vendredi, nous faisons face à une nouvelle épidémie de rougeole. Talia vit dans une zone défavorisée du sud de Tel Aviv. Les habitants du quartier ont du mal à comprendre pourquoi la cause érythréenne devrait venir à leurs dépens. Je leur ai dit que ce sont des hommes jeunes et forts. Ils devraient investir toute cette énergie en rentrant au pays pour renverser le régime. Mais contrairement à ce que l'on pense, la plupart des immigrés érythréens veulent rentrer au pays. La dictature du président Isaias Afewerki, en place depuis 24 ans, les incite toutefois à mener leur bataille à bonne distance. D'après Amnesty International, le président aurait enfermé et torturé plus de 10 000 prisonniers politiques. Les hommes et les femmes sont enrôlés de force dans l'armée pour une durée indéterminée. Nous demandons à ce que cela cesse. Il n'y a pas eu d'élection depuis 1991. Nous demandons au gouvernement érythréen de changer la situation des droits de l'homme et d'arrêter de tuer et d'emprisonner des citoyens. Après avoir vu leurs frères et sœurs érythréens sombrer en mer Méditerranée et assassinés en Libye par l'État islamique, ces jeunes leaders veulent marquer l'histoire de leur peuple. Ensemble, ils souhaitent voir un élan de solidarité surpasser les considérations politiques. Au Yémen, un nouveau raid aérien a visé un entrepôt d'armes à Sanaa, aujourd'hui faisant 5 morts. Par ailleurs, les rebelles chiites affirment avoir abattu un avion de la coalition internationale arabe. Tout cela rend évidemment très hypothétique la trêve humanitaire qui doit entrer en vigueur demain soir. Myri Maman. Mardi à 23h, une trêve humanitaire devrait entrer en vigueur au Yémen. Une trêve proposée par Riyad et soutenue par les États-Unis, mais à une condition, que les rebelles houthis la respectent. En attendant le début de cette trêve, la coalition arabe poursuit ses raids contre les insurgés houthis. Pour la 3e journée consécutive, le fief rebelle de Saada dans le nord du pays a été ciblé.
La coalition qui a également bombardé des positions des Houthis et des militaires fidèles à l'ex-président yéménite autour de la capitale Sanaa. Le domicile de l'ancien président Ali Abdallah Saleh a également été visé par la coalition. Grâce à Dieu, nous avons survécu, c'est un miracle. Pendant que nous étions en train de couvrir les faits devant la maison de l'ancien président, plusieurs missiles ont été tirés. Je crois que l'un des journalistes a été blessé. C'était très difficile comme situation. Les rebelles Houthis affirment quant à eux avoir abattu un avion marocain. Rabat confirme que l'un de ses F-16 manque à l'appel. À Aden, les combats au sol se poursuivent également entre rebelles et combattants loyaux au président en exil, Abed Rabo Mansour Hadi. Dimanche, 19 personnes ont été tuées, plus de 90 personnes ont été blessées dans les combats. Les civils tentent de fuir ces combats. Plus de 70 000 personnes auraient ainsi quitté la région de Saada en 3 jours. Pris en étau entre les bombardements de la coalition menée par l'Arabie saoudite et les combattants rebelles chiites, les Yéménites sont privés d'aide humanitaire. C'est justement pour tenter de leur venir en aide que Riyad a annoncé une trêve de 5 jours. Seuls 2 monarques du Golfe iront assister cette semaine au sommet organisé par Barack Obama sur le nucléaire iranien aux États-Unis, les émirs du Koweït et du Qatar. Les autres se feront représenter, et notamment le prince Salman d'Arabie Saoudite. C'est un geste que beaucoup interprètent comme un mouvement d'humeur vis-à-vis de Washington. Mathias Inbar. Les négociations sur le nucléaire iranien débordent-elles de leur cadre? La question peut se poser après la décision du roi Salman d'Arabie Saoudite de ne pas se rendre à Camp David à l'occasion d'un sommet entre les États-Unis et le Conseil de coopération du Golfe. Officiellement, c'est une question de calendrier qui a empêché le monarque saoudien de rencontrer Barack Obama. Ça sera finalement le prince héritier saoudien qui sera envoyé aux États-Unis. Mais officieusement, ce serait une autre histoire, car selon un diplomate à Washington, ce sommet était connu de longue date. D'autant que John Kerry, le secrétaire d'État américain, s'était déplacé en personne la semaine dernière à Paris pour rencontrer les ministres des Affaires étrangères des États du Golfe. Si Washington fait profil bas et affirme que l'absence du roi Salman ne répondait à aucune problématique régionale, impossible de passer outre la farouche opposition de Riyad à l'accord sur le nucléaire iranien. Impossible non plus de ne pas y voir l'influence des pressions américaines débouchant sur un accord de cessez-le-feu humanitaire au Yémen. Alors, entre participer au sommet de Camp David et gérer la trêve humanitaire au Yémen, le roi Salman a tranché et envoie un message clair à Washington, quitte à affaiblir davantage l'administration Obama face à l'Iran. Alors Ali Wakad est avec nous, bonsoir Ali, bonsoir, expert pour le monde arabe et musulman. Alors c'est vrai que c'est très étonnant quand même de voir eh bien, le roi d'Arabie Saoudite ne pas répondre à une invitation de Barack Obama. Oui, c'est vrai, Jean-Charles. Depuis très longtemps, l'Arabie saoudite et ses alliés au Golfe se montrent très non satisfaits des États-Unis et de la politique de l'administration américaine. Il ne s'agit pas ici, Jean-Charles, d'une rupture entre les pays du Golfe et les États-Unis. C'est plutôt une rupture avec l'administration et la tête de cette administration, voire le président Obama. Nous, ici en Israël, on connaît ça. C'est une rupture entre Netanyahou et Obama, mais pas entre Israël et les États-Unis sur le plan stratégique. Les questions qui se trouvent sur la table, c'est la coopération stratégique sécuritaire anti-Iran et anti-Al-Qaïda. Donc c'est un domaine que les États arabes ne veulent pas renoncer à. Mais ils ont considéré cette invitation et le refus d'assister en personne, les monarques eux-mêmes, comme un moyen de refléter, de montrer leur manque de confiance vis-à-vis le président Barack Obama, vis-à-vis certains consultants du président Barack Obama qui considèrent l'Iran comme un élément stabilisateur de la région et non pas comme le grand diable, comme le considèrent les Saoudiens. Jean-Charles, depuis quelques années, il y a un processus de désengagement de la part de l'administration américaine de cette région. C'est un processus qui va avec le fait que les États-Unis sont en train de dépendre de moins en moins du pétrole du Golfe et de créer d'autres moyens d'énergie qui peuvent remplacer le pétrole. Donc, toute l'image pour les pays arabes montre qu'ils deviennent en deuxième rang dans l'importance des États-Unis et que l'importance de ces pays pour l'administration, surtout cette administration démocratique, est de moins en moins importante. C'est pour cela ces monarques rêvent de voir, exactement comme notre Premier ministre Netanyahou aimeront voir un changement à la Maison-Blanche suite au présidentiel de l'année prochaine. Mais il faut pas se tromper, Jean-Charles. On le dit encore une fois, manque de confiance vis-à-vis de Barack Obama, mais sans aucun doute, pas renoncer à l'alliance stratégique avec les États-Unis, parce que ces pays, malgré tout leur manque
manque de confiance et tout leur manque de satisfaction concernant l'administration américaine, ils savent que dans le vrai moment où, si jamais il y a un danger auquel ils devront faire face, il n'y aura que les États-Unis qui viendront à leur aide et à leur soutien. Et c'est dans ce même contexte qu'il faut lire et qu'on a lu la semaine dernière la participation du président français François Hollande dans le sommet du Golfe. La France est importante, la France est un joueur très important, mais elle ne peut pas remplacer les États-Unis. Les pays arabes pensent que les Iraniens sont en train de tricher, les États-Unis sont en train de faire tout pour gagner le temps et qu'ils ne renoncent pas à l'idée de se doter de la bombe atomique et que cette administration se laisse tricher par les Iraniens, surtout dans un moment où il y a pas mal des géants économiques, des industries qui se précipitent pour voir les sanctions levées sur l'Iran et faire du commerce avec l'Iran. C'est tous ces points que, par le refus de participer à ce sommet, veulent envoyer les monarques arabes. D'un mot, Ali, est-ce que le fait que les Américains aient fait pression pour avoir une trêve au Yémen a aussi pu irriter les Saoudiens qui mènent cette guerre? C'est vrai que les Américains ont mis au service des pays arabes qui participent à cette coalition toutes leurs informations d'intelligence, etc. Mais les pays arabes ont attendu des États-Unis une position plus active pour soutenir leur campagne, un status quo qui n'est pas confortable à l'Arabie saoudite et qui a obligé l'Arabie saoudite d'accepter cette trêve discutée essentiellement entre les États-Unis et la Russie. Et le parrain était les Iraniens. Donc les États-Unis, l'Arabie saoudite se voit obligée d'accepter cette trêve au lieu de se voir encouragée par les États-Unis qui n'ont pas joué aucun rôle pour essayer d'influencer les autres pays arabes qui participent à cette coalition, de penser à la deuxième phase, voire la phase de l'intervention sur le terrain par les bottes des soldats arabes. Merci Ali Waked. Un nouveau bilan du nombre de Français tués lors du séisme au Népal. 10 Français tués selon le Quai d'Orsay. Aujourd'hui, plus de 3000 d'entre eux se trouvaient au Népal au moment où la catastrophe s'est produite. Catastrophe qui a fait, je vous le rappelle, plus de 7000 morts. Et puis en Libye, l'aviation libyenne a bombardé aujourd'hui un cargo turc accusé d'être rentré sans autorisation dans les eaux territoriales libyennes. Ankara a dénoncé la mort d'un marin turc lors d'une attaque qu'elle estime totalement injustifiée. La Turquie dément en effet que son navire ait pu entrer dans les eaux territoriales libyennes. On va se retrouver dans un instant pour la suite de l'actualité et notamment la visite historique du président français à Cuba, François Hollande, qui a appelé tout à l'heure à la levée immédiate de l'embargo américain qui frappe Cuba depuis la guerre froide. On va y revenir dans un instant, juste après la pause. Restez avec nous, à tout de suite. Premier test délicat pour la coalition Netanyahou à la Knesset. Le vote d'un amendement sur le nombre de ministres rencontre une vive opposition. Vote qui pourrait intervenir ce soir, mais qui pourrait retarder la formation du gouvernement. La première visite d'un président français à Cuba, François Hollande, va rencontrer ce soir Raúl Castro et il a appelé tout à l'heure à la levée de l'embargo américain qui frappe Cuba depuis la guerre froide. On va y revenir. Les monarques du Golfe vont bouder le sommet organisé par Obama sur le nucléaire iranien. Le roi Salman d'Arabie Saoudite se fera représenter à Camp David. Seuls les émirs du Qatar et du Koweït seront présents. Israël et l'Allemagne célèbrent cette semaine les 50 ans de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Et en guise de cadeau, eh bien, c'est un contrat de vente de navires militaires que l'Allemagne va fournir à Israël. L'Allemagne qui porte un soin particulier à participer à la sécurité de l'État hébreu. Maxime Pérez. C'est à Berlin qu'Israël et l'Allemagne ont célébré leur noces d'or. 50 ans de relations diplomatiques marquées par cet accueil en grande pompe du président israélien Reuven Rivlin. Son homologue allemand Joachim Gauck n'a pas manqué de saluer la relation particulière qui unit leurs deux pays. Nous avons conscience du passé. Le crime contre l'humanité qu'a constitué l'Holocauste a forgé un lien indissoluble entre nous. Mais nous ne sommes pas uniquement liés par ce passé. Nous le sommes également par des valeurs communes auxquelles nous croyons.
Lors de sa visite à Jérusalem en février 2014, la chancelière allemande Angela Merkel avait tenu à témoigner combien elle s'était investie pour assurer à Israël un avenir sûr. Cet avenir, il passe par des relations commerciales de premier plan, mais aussi et surtout par des accords militaires qui renforcent les capacités offensives et défensives de l'État hébreu. Illustration à Tel Aviv ce lundi après-midi, à la Kiria, siège du ministère de la Défense et de l'armée israélienne, Moshe Ya'alon et son homologue Ursula von der Leyen ont paraphé un contrat impliquant la vente de 4 nouvelles frégates allemandes pour un montant de 480 millions de dollars. Un quart de cette somme sera prise en charge par Berlin. C'est un jour extrêmement important pour la marine et pour l'armée israélienne dans son ensemble, après cet accord qui va permettre l'acquisition de 4 nouveaux navires de guerre qui assureront la défense de nos plateformes de gaz. En plus de ces frégates qui devraient être livrées dans un délai de 5 ans, l'Allemagne fournira à Israël des missiles Patriot qui furent un temps déployés par l'armée américaine sur son territoire. Pour rappel, Berlin avait déjà livré à la marine israélienne près de 5 sous-marins Dolphin, comme le Tanin, ici à l'image, arrivé au port militaire de Haïfa en septembre dernier. Des sous-marins dont on dit qu'ils seraient dotés de capacités nucléaires. Alors, 50 ans de relation donc entre l'Allemagne et Israël. On va en parler justement avec quelqu'un qui connaît bien le sujet. Sami Ravel, bonsoir. Bonsoir. Vous dirigez le bureau des affaires européennes au sein du ministère des Affaires étrangères israélien. Et puis surtout, vous écrivez pour votre premier roman donc cette histoire. C'est en hébreu, mais on va vous le traduire en français. Ça s'appelle « Rêver au-delà du mur ». Et c'est l'histoire justement d'une rencontre entre un adolescent israélien et un adolescent allemand. C'est un peu... Vous avez voulu synthétiser un petit peu ces relations. Comment vous les qualifiez d'ailleurs pour vous aujourd'hui, ces relations entre Israël et l'Allemagne? Après, on dira un mot de vos personnages, mais d'abord les relations dans leur ensemble. Les relations sont des relations très importantes. D'ailleurs, cette année, on marque 50 ans depuis l'établissement des relations diplomatiques entre Israël et l'Allemagne. Et ces relations sont basées sur un passé très difficile, le passé horrifique de la Shoah. Mais il faut se baser dans ces relations aussi sur l'histoire pour construire ensemble, le peuple allemand et le peuple israélien, un avenir commun entre l'Europe et Israël. Aujourd'hui, évidemment, la Shoah reste présente dans tous les esprits, mais est-ce que l'Allemagne et Israël ont, on va dire, on dit que c'est le premier partenaire économique d'Israël en Europe. Ça veut dire qu'on a digéré vraiment le contentieux qui a existé pendant très longtemps à cause de ce qui s'est passé pendant la guerre? Oui, effectivement, il y a des relations très spéciales, très privilégiée entre l'Allemagne et Israël, et ça se traduit dans les relations sécuritaires, parce que l'Allemagne aussi soutient la sécurité d'Israël, mais aussi dans le domaine économique, les échanges économiques sont très importants entre les deux pays. Et aussi dans le domaine de contact entre le peuple. Chaque année, il y en a des centaines, des milliers de jeunes Allemands qui viennent en Israël pour visiter, et aussi beaucoup d'Israéliens qui voyagent en Allemagne pour se connaître, pour parler, pour dialoguer. Mais il faut dire, et ça c'est un petit peu aussi le message de mon livre, qu'il faut faire plus. C'est pour ça que je parle rêver au-delà du mur. Il y avait la chute du mur de Berlin, mais aujourd'hui, il y a ce mur de manque de compréhension en Europe, généralement, mais aussi en Allemagne, envers l'État d'Israël. On a fait des sondages, et d'ailleurs, le Bertelsmann Stiftung, c'est une fondation allemande, a fait un sondage. Elle a trouvé qu'un jeune Allemand sur deux a une mauvaise image de l'État d'Israël. À cause de la question palestinienne ? À cause de la question palestinienne, mais aussi à cause d'autres raisons. Il y a un fossé aujourd'hui entre ce qui se passe en Europe et la réalité dans le Moyen-Orient. Et il y a beaucoup de jeunes Allemands qui ne le comprennent pas. Je raconte dans mon livre une histoire où un jeune couple israélien, le héros israélien avec son épouse, voyage à Berlin, et lui, il sort d'un service de Milouim où il a eu des expériences très très difficiles et cauchemardesques. Et il est dans un café avec son épouse, et à côté, il y a des gens allemands qui rigolent, qui sont tout à fait libres, qui sont contents. Et il les envoie un petit peu, mais aussi il est fâché. Parce qu'il dit, voilà, ils ont tout oublié. Pour eux, la guerre, c'est quelque chose, l'histoire, la préhistoire, c'est quelque chose depuis très longtemps. Mais nous, dans notre situation, chez nous,
on doit la vivre encore et on doit nous défendre. Et ils ne nous comprennent pas quand on essaie de leur expliquer. Ouais. Et pourquoi, à votre avis, aujourd'hui, eh bien l'Allemagne, justement, ces jeunes Allemands s'éloignent de ce qu'est Israël? Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas la situation d'Israël? Je crains qu'aujourd'hui, en Europe, il y a beaucoup de fausses informations sur Israël. On n'enseigne pas assez aux jeunes la réalité d'Israël, la réalité difficile, la réalité sécuritaire. On a vu ça l'été dernier, après l'opération à Gaza en 2014. On a vu que des gens disent, voilà, Israël a pris des réactions peut-être excessives à ce qui s'est passé à Gaza, mais ils ne comprennent pas la situation réelle des citoyens d'Israël qui sont bombardés par des missiles, par des roquettes, depuis une bande qui a été complètement évacuée par les forces israéliennes. Alors cette réalité n'est pas expliquée. Et ça se traduit malheureusement, pas seulement en Allemagne, mais horriblement aussi en Allemagne, en des manifestations dans les rues, même violentes, où on peut entendre des slogans anti-israéliens, même cette fois virulentes contre Israël, des slogans des fois même à la limite de l'antisémitisme. Et demain soir, on va ouvrir à Jérusalem le forum global contre l'antisémitisme. Et c'est un problème partout en Europe, ce n'est pas seulement en Allemagne. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans les relations entre Israël et l'Allemagne, et il faut le traiter aujourd'hui. C'est un enjeu qui n'est pas seulement un enjeu israélien, on pense que c'est un enjeu commun à l'Europe, à l'Allemagne et Israël. Ensemble, il faut faire face à ce défi. Ouais, c'est pour ça que vous mettez en scène ces deux adolescents qui doivent se rencontrer, malgré les difficultés, qui essaient de se comprendre, même si aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Oui, parce que je constate et c'est un roman, c'est une fiction, mais il est basé sur des événements réels. Et les événements réels, des fois, dépassent même la fiction. Si on regarde ce qui s'est passé ces dernières années, les manifestations à Paris, on peut entendre des cris « mort à Israël ». Ou les attentats de Toulouse 2012 et encore cette année dans l'hypercacher et l'été dernier à Bruxelles et à Copenhague contre des synagogues, contre des écoles juives en Europe. Avec tout ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui est même au-delà de la fiction. On ne pourrait pas imaginer que ça pourrait se passer en Europe. Alors je constate, et c'est pour ça aussi que je voulais amener mon message en grand public, qu'il y a un vrai problème et qu'il faut ouvrir les yeux, il faut reconnaître le problème et il doit être traité par l'éducation de la jeunesse, par des rencontres entre des jeunes, et c'est tout ça qui est le message du livre. Merci en tout cas d'être venu nous le présenter. Bon, ça sera peut-être traduit en français prochainement. En tout cas, pour l'instant, c'est en hébreu. Samy Revel, ça s'appelle donc Rêver au-delà du mur. Merci à vous d'être venu dans ce studio. Merci. Merci beaucoup. Allez, on évoque à présent cette visite historique du président François Hollande à Cuba, la première d'un chef d'État français sur cette île en plein dégel des relations justement entre le régime castriste et les États-Unis. On va en parler avec vous, Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Car effectivement, il y a déjà un côté historique dans ce qu'a déjà déclaré François Hollande. Exactement, en tout cas c'est le caractère que veut lui donner François Hollande à cette visite. Et pour cela, le président français n'a pas hésité à multiplier les déclarations forte. Il a ainsi appelé, vous l'avez rappelé, à la suppression de l'embargo économique américain contre Cuba. Le chef de l'État a déclaré que la France fera tout son possible pour que l'ouverture puisse être confirmée et que les mesures qui ont tant nuit au développement de Cuba puissent être supprimées. Il a ainsi rappelé que tous les ans, la France votait aux Nations Unies en faveur de la résolution qui demande la levée de cet embargo américain. Je vous propose de l'écouter maintenant. Vous savez ce qu'a été toujours la position de la France pour lever l'embargo qui entrave le développement de Cuba. Mais si parfois il est possible de freiner, d'empêcher le mouvement des marchandises, il n'est jamais possible d'empêcher, de freiner, d'interdire le mouvement des idées et de la culture.
Alors, on rappelle que depuis l'annonce du dégel des relations entre les États-Unis et Cuba, Barack Obama a demandé au Congrès à majorité républicaine d'examiner une levée de l'embargo. C'est donc une grande opération séduction quant à ici François Hollande à Cuba. Il entend marquer l'histoire, encore une fois, en étant le premier chef d'État français à visiter Cuba depuis son indépendance, mais également le premier chef d'État occidental à fouler la terre cubaine depuis ce dégel des relations entre les États-Unis et la Havane. Il s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet. L'idée, c'est que la France soit la première au nom de l'Europe et parmi les pays occidentaux à pouvoir dire aux Cubains que nous sommes à leur côté s'ils décident de franchir les étapes nécessaires à l'ouverture. François Hollande a joué la carte de l'identification du peuple français au peuple cubain. Il y a des liens historiques et profonds entre les deux peuples, comme un attachement à l'indépendance, a-t-il déclaré. Alors, outre ces enjeux politiques, Léa, il y a également évidemment des enjeux économiques durant cette visite. Oui, exactement. Paris entend bien renforcer sa présence sur le marché cubain. Des contrats doivent être signés. François Hollande est accompagné lors de ce déplacement par de nombreux chefs d'entreprise françaises. Mais selon le président, ce n'est pas tant le montant des contrats qui seront signés, mais le fait d'accéder au marché latino-américain. Car l'ouverture de Cuba peut être une chance pour les entreprises françaises. Alors l'Élysée tempère, on n'est pas là pour vendre des rafales, on dit certains conseillers. Mais même si François Hollande a déclaré qu'il allait mentionner la question des droits de l'homme, on peut deviner qu'elle passera au second plan. Alors économiquement, tout est à construire entre la Havane et Paris, car la France n'est que le 10e partenaire économique de Cuba. Environ 60 entreprises françaises sont déjà présentes sur l'île, parmi elles Air France ou encore Total. Et beaucoup de rendez-vous au cœur de cette visite. Exactement, le programme de François Hollande promet d'être chargé. Il doit rencontrer la communauté française de Cuba, mais surtout, le président français doit s'entretenir avec son homologue Raúl Castro. Le pouvoir cubain va également organiser une cérémonie officielle dans la soirée. Et puis l'Élysée a en outre fait savoir que François Hollande était prêt à rencontrer Fidel Castro, mais sur le sujet, pas de confirmation de Cuba pour l'instant. Merci Léa Berdugo. Des révélations à présent d'un journaliste réputé aux États-Unis qui suscite un véritable émoi depuis ce matin. Il remet en effet en cause la thèse officielle de l'assassinat de Ben Laden par les Américains en 2011. Il donne une toute autre version des faits en donnant au Pakistan un rôle décisif dans sa capture. Joseph Emmanuel. La plus grande chasse à l'homme de l'histoire ne s'est peut-être pas passée comme on nous l'a raconté. Une question refait surface. Qui a vraiment tué Ben Laden ? Un grand nom du journalisme américain remet aujourd'hui en cause la thèse officielle de son gouvernement. Seymour Hersh affirme que les Pakistanais savaient depuis 2006 que Ben Laden se trouvait dans la ville d'Abbottabad. La collaboration entre services secrets américains et pakistanais aurait depuis été intense, jusqu'à l'opération en 2011 d'élimination du terroriste le plus recherché au monde. Mensonge numéro 2 supposé, la façon dont Ben Laden a été localisé. T'y crois toi à cette histoire ? Oussama Ben Laden ? Ouais. Qu'est-ce qui t'a convaincu ? Son assurance. L'obstination de l'agent Maya, devenu célèbre depuis la sortie du film Zero Dark 30, pourrait n'être qu'une légende écrite par l'administration Obama. Si vous avez raison, le monde entier va vouloir participer. Hersh avance qu'un ancien agent pakistanais se serait rendu à l'ambassade américaine d'Islamabad pour leur donner la localisation du chef d'Al-Qaïda, une information qui aurait été monnayée 25 millions de dollars. Sur le déroulement de l'opération elle-même, la vérité aurait aussi été réécrite. Loué pour son réalisme, le film hollywoodien montre un assaut rapide mais spectaculaire. Selon Seymour Hersh, pas un seul coup de feu n'a été tiré. Enfin, le corps de Ben Laden jeté en mer, une invention, toujours selon le journaliste. Alors pourquoi un tel mensonge ? Et quel intérêt pour le Pakistan de ne pas dire la vérité ? Toujours selon notre journaliste, le chantage. Les Américains auraient menacé les Pakistanais de leur couper toute aide s'ils n'allaient pas dans leur sens. Mais restent des questions sans réponse. Comment Ben Laden a-t-il été tué ? Qu'est devenu son corps ? Et comment les autorités pakistanaises n'ont-elles pas été au courant de la cage de Ben Laden alors qu'un simple ex-agent savait ? Cette nouvelle thèse n'est pas le premier coup d'éclat de Seymour Hersh. C'est lui qui révélait l'implication de l'armée américaine dans le massacre de My Lai au Vietnam, ou plus récemment, les tortures des prisonniers d'Abu Ghraib en Irak. Mais nombreux sont les observateurs à prendre cette nouvelle révélation avec précaution. Seymour Hersh est aussi connu pour ses papiers controversés ou pour son usage de sources anonymes.
Seul l'avenir dira ou ne dira pas si le coup d'éclat était vrai ou s'il ne l'était pas. Alors on va parler justement de renseignements et de technologies de sécurité avec notre invité Alain Juillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous présidez le club des directeurs de sécurité d'entreprise et vous êtes également le président du Forum international des technologies de sécurité. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord, ce dont on a parlé à l'instant, c'est donc ces révélations fracassantes d'un journaliste américain qui estime lui avoir la vraie version de l'histoire de l'élimination de Ben Laden. C'est un scénario quand même assez invraisemblable parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, que ce soit dans des témoignages, des documentaires. Est-ce que vous y croyez, vous, en tant qu'ancien membre éminent du renseignement ? Non, je pense que si vous voulez, qu'un journaliste trouve des failles dans ce qu'on a raconté, ce ne serait pas étonnant parce que dans une histoire de ce genre, il y a toujours des choses que l'on cache pour une raison ou pour une autre, mais des petites choses. Ce doit des techniques qu'on ne veut pas révéler, soit un point d'incident qu'on ne veut pas avouer, mais en aucun cas on peut remettre en cause toute une opération comme ça. Elle a été décrite dans tous les détails, il y a 2 livres de participants qui ont raconté leur aventure, même si à la censure, ils n'ont pas pu tout changer. Ouais. Donc je crois que là-dessus, c'est un scoop, comme on dit, mais un scoop qui est vérolé. Ouais. Le fait que le Pakistan, comme le dit la version officielle, finalement, a été tenu dans l'ignorance de l'opération, là... Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr, puisqu'on a vu le médecin qui était un des initiateurs, si on peut dire, puisque c'est à travers une enquête médicale faite par un médecin avec des prises de sang qu'on a pu identifier effectivement Ben Laden et sa famille. Donc ça, cette partie-là, on a vu que les Pakistanais étaient au courant de rien, puisqu'ils ont arrêté le docteur et ils l'ont condamné à la prison à vie, et il est toujours en prison alors qu'il est. Donc, si vous voulez, il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Voilà, donc vous qui avez donc travaillé dans le renseignement pour la DGSE, vous donnez un avis éclairé sur cette question. Alors, éclairé, je ne sais pas, mais je crois qu'il faut être très prudent sur ce genre d'histoire. Exactement. Voilà. Alors, vous vous occupez donc maintenant de sécurité. Vous aviez dit il y a quelques jours quelque chose de tout à fait intéressant. Depuis les attentats de janvier en France, il y a une demande très forte des entreprises notamment qui veulent renforcer leur sécurité. Ça, c'est une conséquence directe de ce qui s'est passé au mois de janvier en France. Oui, si vous voulez, la France est un pays dans lequel, pour des raisons en partie idéologiques, il faut bien le dire, d'idéologie de tous bords, parce qu'il y avait c'est pas un type d'idéologie simplement. Il y a eu depuis très longtemps un espèce de déni de réalité concernant le terrorisme. C'est-à-dire que d'un côté, on criait au loup avec raison en disant attention, danger, mais d'un autre côté, on ne voulait pas aller jusqu'au bout de la réflexion parce que ça choquait certains au nom de la défense de la liberté, au nom de la diversité, au nom de la religion, enfin de tous les motifs que l'on pouvait employer. Ce qui est très, très frappant, c'est qu'après ces attentats du mois de janvier, qui ont comme caractéristique, parce qu'il ne faut jamais l'oublier quand on dit de l'impact qu'ils ont eu, qui ont comme caractéristique d'avoir été à la fois contre des juifs, donc problème religieux, contre des journalistes, problème d'information, et contre des policiers, le problème de l'ordre. Donc on a eu, en définitive, un attentat avec 3 cibles différentes. C'est la première fois que ça se passait en France, et les gens, à ce moment-là, visiblement, on a vu la manifestation énorme que ça a provoqué, les gens ont pris conscience de la réalité. Alors, au niveau de la vie de chacun, et ça explique d'ailleurs derrière la loi sur le renseignement dont on parlera certainement, mais ça explique aussi le fait que les entreprises se sont dit, mais non, en définitive, ce qui est arrivé peut nous arriver à nous. Et est-ce que nous sommes protégés par rapport à ça ? Et la réalité est non. On est organisé, une entreprise est organisée pour faire un contrôle à l'entrée, pour vérifier qu'on n'embarque pas des dossiers, mais elle n'est pas du tout préparée à des attaques terroristes, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut former du personnel maintenant pour ce type de risque ? Absolument, il faut former, il faut changer les systèmes, il faut changer les procédures de sécurité, si vous voulez, les adapter, les améliorer, et en définitive, prendre conscience, mais ça commence par les présidents ou les directeurs généraux des sociétés, prendre conscience que le problème de la sécurité est devenu un problème majeur, alors qu'avant, c'était résumé à un problème de gardiennage et c'était quelque chose de mineur. Aujourd'hui, on est dans un problème majeur. Si vous ajoutez à ça, et c'est un des buts du forum d'aujourd'hui, si vous ajoutez à ça le fait que nous avons la cybersécurité qui devient également essentielle parce que tout le monde prend conscience qu'on utilise de plus en plus les moyens digitaux, numériques, mais que derrière ces moyens digitaux ou numériques, il y a des risques considérables parce que
des gens, des techniciens de bonne qualité peuvent s'infiltrer et vous attaquer, vous prendre des informations, vous voler ou vous spolier, alors on prend conscience que la sécurité est en train de devenir un enjeu majeur pour les entreprises comme il l'était pour les États. C'est une nouveauté. Alors il y a justement cette loi du renseignement dont vous avez parlé qui veut justement faire face à ces risques et qui donne des moyens accrus. Alors ça a suscité une polémique toujours d'ailleurs en France, même si elle a été adoptée. Vous justement qui venez du monde du renseignement, vous trouvez qu'elle protège suffisamment les libertés individuelles, cette loi, ces mesures accrues qu'elle donne aux... Oui, je crois qu'il faut être, enfin comme toujours en France, comme toujours, quand vous voulez faire quelque chose, vous avez toujours une énorme quantité de gens qui ne sont pas d'accord pour des motifs variés. Bon, ça, c'est pas étonnant, les politiques le savent bien et tout le monde le sait, c'est les caractères français. Dans ce domaine-là, en tout cas dans le domaine du renseignement, avec la situation actuelle, il est évident que nous devons renforcer nos moyens, il n'y avait pas le choix. Nous étions un des pays les plus en retard au niveau des lois, antiterroristes et je dirais, criminels ou anti-espionnage, parce qu'il y a aussi beaucoup de problèmes de ce côté-là. On était très faible par rapport aux autres, que ça aille depuis les Anglais, les Russes, les Chinois ou les Américains. Les Américains ont été très loin avec le Patriot Act, c'est ceux qui sont de très très loin les plus avancés, je dirais, ou les plus durs, mais entre la position qu'on avait et les Américains, il y avait un monde. Donc il fallait qu'on prenne des mesures, et je constate qu'au-delà des cris de certains, je dirais, la raison a prévalu, puisque l'immense majorité, et c'est une des très rares lois où c'est arrivé, l'immense majorité des parlementaires ont voté de tous bords. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Quand vous parliez tout à l'heure de ce forum auquel vous avez participé aujourd'hui, sur la cybersécurité notamment, c'est vrai que se pose le problème du stockage de toutes ces données qui sont récoltées par les municipalités. Ça, c'est un souci aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on assure la protection justement là Alors, des individus? si vous voulez, on ne peut plus aujourd'hui, à partir du moment où nous sommes entrés dans l'époque de ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire du stockage d'informations dans tout genre et de tous les côtés. Le problème majeur que nous avons pour respecter les libertés, et c'est un problème auquel on est confronté sans arrêt, c'est de bien faire attention à ce que, en aucun cas, ces mesures, ces techniques, ces stockages de données ne puissent menacer la liberté individuelle. Alors, tout est fait pour ça. Dans la loi sur le renseignement, on a inventé une commission au Conseil d'État, qui est un des plus hauts organismes de l'État français, l'administration française, pour contrôler tout ça. On a mis en place, et on va continuer au Sénat à mettre en place des sauvegardes pour être sûr qu'on préserve les libertés. Mais il ne faut pas non plus se cacher derrière le petit doigt, si vous voulez. L'arrivée dans le cyberespace, pour nous tous, fait que nous-mêmes, nous nous aliénons un certain nombre de nos libertés volontairement. Et à partir du moment où on les aliène volontairement, bien, il est évident que derrière, bien, il faut qu'on prenne des mesures pour mieux se protéger, mais qui vont prendre en compte le fait que vous avez, vous, abandonné certains pans de votre liberté. Enfin, pour me faire bien comprendre, si vous voulez, sur un portable, par exemple, sur un mobile, bon, vous pouvez commander des petits programmes. Dans la plupart des programmes, on vous dit est-ce que vous acceptez que les informations qu'on recueille soient transmises, que votre localisation soit transmise. C'est une abdication de la liberté. Mais on l'accepte volontairement parce que c'est bien pratique. Ben, c'est exactement ça. Le problème ensuite pour l'État, et comme pour les entreprises d'ailleurs, mais surtout pour l'État et pour les villes, puisque là aujourd'hui on parlait des villes, eh bien, le problème c'est d'arriver à stocker les données dont on a besoin, mais d'un autre côté, tout faire pour qu'en aucun cas, eh bien, ça puisse être exploité d'une mauvaise manière. Donc, éviter les dérives. Merci beaucoup, Alain Juillet. Merci d'être venu nous expliquer tout cela dans ce studio. Je rappelle que vous présidez notamment le Club des directeurs de sécurité d'entreprise et le Forum international des technologies de sécurité qui avait lieu aujourd'hui à Tel Aviv. Merci à vous. Merci à vous. Et donc, cybersécurité dans les villes, c'était le forum qui se tenait à Tel Aviv. Julia Gadancia. La protection de la vie privée au centre du débat. Organisé par le Forum international pour les technologies de sécurité et le réseau franco-israélien Elnet, la conférence sur les villes intelligentes avait convié 200 personnes autour de la table. Avec pour thème principal l'évolution digitale des villes, et Israël est à la pointe sur ces questions. Il est certain qu'Israël, dans le domaine de la sécurité, a un avantage par rapport à la France, ce sont ses start-up. On trouve ici des réponses à des problèmes que nous, en France, nous ne savons pas encore résoudre parce que nos entreprises n'ont pas mis en place ces systèmes et ces protections.
Nice, à 2700 km de Tel Aviv. Dans cette métropole plus si loin de la science-fiction, les habitants garent leur voiture en connaissant à l'avance les places disponibles et se déplacent dans des rues où des caméras savent détecter une valise abandonnée. Spécificité locale, la ville contrôle toute la chaîne de production des données jusqu'aux tuyaux et au stockage. L'enjeu, préserver la vie privée. Nous centralisons tout dans un centre qui nous est propre. Avec des tuyaux totalement étanches. Nous ne voulons pas déléguer un cloud qui serait décentralisé sur n'importe quel territoire pour que tout reste sous la réglementation de notre territoire national. Et c'est justement la question de l'exploitation et du partage de l'énorme masse de données susceptibles d'être recueillies, les célèbres open data, qui fait peur. Si elle constitue un moyen potentiel de création de nouveaux services urbains au profit des citoyens, elle représente aussi une menace pour la vie privée. Pourtant, pour Gilles Babinet, responsable des enjeux de l'économie numérique pour la France auprès de la Commission européenne, la collecte de ces données peut totalement coexister avec l'exigence du respect des libertés individuelles. Il y a une schizophrénie à l'égard des données, puisqu'on les confie à des tas de plateformes qui les utilisent tous les jours. Et quand on dit est-ce que vous voulez qu'on utilise vos données, les gens disent non, donc, alors qu'ils le font en permanence. Donc je pense que c'est avant tout un problème d'éducation. Ces questions sur la sécurité soulevées lors de cette conférence ont par nature une vocation internationale car elles sont partagées par les métropoles du monde entier. L'Europe est de plus en plus préoccupée par la montée du terrorisme mais elle est aussi soucieuse de promouvoir son industrie dans ce secteur. Car le business des villes connectées représente aussi une manne gigantesque pour les entreprises et les collectivités territoriales. Dans un instant, nouveau point sur l'actualité, journal avec Elsa Mimoun. Et puis on va se retrouver juste après pour évoquer le retour très controversé du livre Mein Kampf dans les librairies. Ce sera peut-être une réalité dans quelques mois, mais sous contrôle. C'est en tout cas l'exigence de nombreux historiens. À tout à l'heure. Le retour du livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf, dans les librairies, ce sera peut-être une réalité dans quelques mois. Et un vrai dilemme se pose aux autorités et aux hystériens. Comment accompagner le retour de ce livre dans les librairies ? Car le droit d'auteur vont retomber dans ce que l'on appelle le domaine public. Léa Volbert. Le 1er janvier 2016, Mein Kampf tombera dans le domaine public. 70 ans après le suicide d'Adolf Hitler, le 30 avril 1945, le texte fondateur du nazisme sera libre de droit. Il pourra donc être édité, traduit librement par tous, sans autorisation. Depuis la chute du Troisième Reich, les droits d'auteur de Mein Kampf appartiennent au Land de Bavière, qui interdit la réédition de l'ouvrage, comme d'ailleurs tout le reste de l'Allemagne. Que faire aujourd'hui de ces 800 pages d'incitation à la haine raciale, 800 pages d'apologie du crime organisé, d'horreur poussée à son paroxysme? Jeudi dernier, une tribune parue dans Libération résumait cette lourde problématique en une phrase introductive. Expliquer sans interdire, tel est notre défi, et Mein Kampf est au centre de celui-ci. Pour ce faire, un groupe d'intellectuels œuvre depuis plusieurs années déjà afin d'anticiper la libre diffusion de Mein Kampf. L'organisation de l'Initiative de prévention de la haine, IPH, a récemment mis en ligne un avertissement pédagogique aux lecteurs. Cet avertissement a vocation à être apposé en préambule de chaque ouvrage. L'enseignement de l'histoire contre toute idée d'exclusion, de racisme, de discrimination, de négationnisme constitue un devoir et c'est cela uniquement qui doit guider la lecture de Mein Kampf. Il s'agit également d'un devoir de mémoire envers les victimes du nazisme et du racisme et de la dynamique de haine qu'il contient et veut promouvoir. En 2013, l'Institut d'histoire contemporaine de Munich entreprend un projet d'annotation du livre avec cette question en filigrane. Comment faire de cet ouvrage tabou un objet historique, ni plus ni moins? La version proposée par l'équipe d'historiens allemands devrait être massivement annotée. Près de 1200 pages d'analyse seraient ajoutées à la version originale. Une condition sine qua non à la réédition de l'ouvrage pour la Bavière, qui a d'ores et déjà annoncé son intention de bloquer toute publication qui diffuserait le texte d'Adolf Hitler tel quel.
Alors avec nous, le politologue Jean-Yves Camus, bonsoir à vous. Merci d'être là. Vous êtes le directeur de l'Observatoire des radicalités politiques et vous avez signé il y a quelques jours dans Libération une tribune concernant le sujet qu'on vient d'évoquer en images, c'est-à-dire le fait que Mein Kampf, l'ouvrage de référence du nazisme et d'Adolf Hitler, va tomber donc à la fin de l'année dans ce qu'on appelle le domaine public et que ça pose un certain nombre de problèmes. Alors en Allemagne, on a vu qu'on s'y est penché. En France, il faut aussi s'y pencher. Alors c'est l'objet de ce texte qui a été initié par mes amis Philippe Cohen et Jean-Marc Dreyfus et qui a également co-signé cette éminente magistrate qu'est Simone Rosès. On arrive donc à ce délai de 70 ans au bout duquel, en matière de propriété intellectuelle, les œuvres tombent dans le domaine public. 70 ans après la mort de leur auteur. Cela impose, à notre avis, un devoir qui est celui, je le dis, même si ça peut choquer certains, de rééditer Mein Kampf. Mais de le rééditer... Ce qui n'est plus le cas, jusqu'à présent, c'était plus le cas en France. Non, ce qui n'est plus le cas. On a eu en France une édition, la fameuse édition Sorlo, qui a été publiée pour la dernière fois à la fin des années 70, et on va y venir, assortie d'ailleurs d'un avertissement au lecteur qui avait été imposé par une décision de justice à l'époque, et il nous semble qu'il faut rééditer cet ouvrage de manière pédagogique, puisque de toute manière, il est disponible, ne nous masquons pas la vérité, d'un coup de clic sur Internet, dans une version intégrale. Il en existe des exemplaires papier, des exemplaires pirates qui circulent un peu partout. Donc, notre objectif est de dire, il faut le rééditer à deux conditions. La première, c'est que cette édition soit une édition critique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une édition critique ? Eh bien, c'est une édition qui est commentée par des historiens ou des juristes et qui, en note de bas de page, pour chaque passage du texte, donne des éléments de contexte. Il ne faut pas que celui qui va être amené à lire Mein Kampf considère qu'il lit un roman, un ouvrage totalement dépourvu de conséquences, qui serait sorti à un moment donné et qui serait resté comme ça un petit peu dans les limbes. Non, c'est un texte qui a servi de programme au Parti national-socialiste jusque dans l'accomplissement de nombre de détails de l'extermination des Juifs notamment, et il faut que le lecteur le sache. Donc des historiens et des juristes peuvent parfaitement l'expliquer en note de bas de page. Et il faut faire précéder ces rééditions futures, ou cette réédition future, que nos collègues allemands d'ailleurs vont faire, pour leur part, d'un avertissement au lecteur qui explique la genèse de cet ouvrage, le succès qu'il a eu. Et la manière dont, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a essaimé un petit peu partout dans le monde, notamment d'ailleurs dans le monde arabo-musulman, où il circule beaucoup. Et il circule beaucoup. Écoutez, moi j'ai acheté, cela fait 2 ans de cela, en plein centre de Rabat, dans une petite librairie, et à la devanture, non pas en allant fouiller au fond des bacs, une édition de Mein Kampf qui avait été publiée cette année-là, au Maroc. Donc c'est un ouvrage qui a une postérité, j'allais dire, légale, en tout cas, principalement dans le monde arabo-musulman. Il peut encore servir aujourd'hui, justement, à justifier un antisémitisme, aujourd'hui encore, malgré la Shoah, malgré la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais vous savez, il y a beaucoup de pays, y compris des pays occidentaux, parce que j'ai également trouvé un exemplaire de Mein Kampf à Mexico, par exemple, il n'y a pas si longtemps, qui n'ont pas de législation contre ce qu'on appelle en anglais hate speech, contre tous les ouvrages porteurs de haine, d'antisémitisme, de racisme, de négationnisme historique, ce qui évidemment n'est pas le cas de Mein Kampf, puisqu'il a été écrit avant la Shoah. Eh bien, tout ça dans un certain nombre de pays, dans beaucoup de pays, n'existe pas. On ne se figure pas non plus qu'il existe tout un pan du monde, et un pan du monde en expansion rapide, prenons le sud-est asiatique par exemple, où ces questions sont absolument méconnues, parce qu'elles ne touchent pas directement l'histoire de ces pays, mais où il y a des centaines de millions de personnes qui vivent dans des pays qui sont des tigres économiques, qui sont des puissances régionales en devenir. Si vous parlez de Mein Kampf et de la Shoah en Inde, vous savez, vous n'avez pas grand succès. Mais vous imaginez ce que peut donner une réédition soit apologétique, soit totalement dépourvue de tout appareil critique, dans des pays qui ont une telle population et qui sont en train de devenir des puissances mondiales. Donc il faut effectivement que dans le maximum de pays possible, on arrive à trouver des éditions critiques qui aient un contenu pédagogique pour expliquer, attention, ce que vous lisez là, c'est véritablement le plan de marche d'un parti politique et d'un homme qui ont
évidemment amener la majorité du monde civilisé au désastre. Ouais. Jean-Yves Camus, en France aujourd'hui, avec évidemment la remontée très forte de l'antisémitisme, qu'est-ce que vous craignez finalement? Que ça tombe justement peut-être dans les mains de jeunes qui pourraient se laisser influencer aussi par cela? Vous savez, moi ce que je crains tout simplement, c'est que dans le climat général de perte des repères historiques que nous connaissons, à une période où l'on ne prend plus avec le recul nécessaire tout ce qui touche à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elles ont été traitées, notamment par Dieudonné et consorts, avec toute la légèreté, toute l'envie d'en faire rire que l'on connaît, où finalement il y a plus dangereux que le négationnisme. Le négationnisme à la Faurisson, je pense que c'est mort. Je pense que c'est mort parce que c'est trop gros. Il est compliqué quand même de faire avaler que rien de cela n'a eu lieu et qu'il y a 6 millions de Juifs qui après-guerre se sont baladés quelque part, comme le prétend Faurisson, du côté de l'Asie centrale. Par contre, dire, Mein Kampf finalement, c'est un programme politique comme un autre, regardons paragraphe par paragraphe, il y a peut-être des choses sensées là-dedans, simplement. Oui, le résultat a un petit peu dépassé l'intention de son auteur. Donc c'est cette trivialisation générale de la Shoah et du nazisme que moi je redoute le plus. Et comme j'ai la faiblesse de croire encore un peu dans la pédagogie comme arme de lutte contre l'antisémitisme, je considère que si la communauté scientifique, et celle des juristes d'ailleurs, peut faire quelque chose, c'est justement d'aider à ce que cet ouvrage, qui, n'en doutons pas, continuera à être diffusé de toute manière, le soit avec un texte que la justice décidera d'inclure et qui remettra les choses dans leur contexte et expliquera comment un jour un homme qui était en prison a eu l'idée d'écrire ce livre et une fois arrivé au pouvoir, d'en faire véritablement le programme du Parti national-socialiste. Tout ce qui s'est passé, notamment l'extermination des Juifs, on le trouve dans Mein Kampf. Ça apprendra aussi que rien de ce qui s'est passé n'a surgi comme ça par hasard. Et tout était contenu en germe dans Mein Kampf. C'est ce qu'à l'époque, tout le monde n'a pas vu. Il y a eu des voix qui se sont élevées. Et pas seulement à gauche d'ailleurs à l'époque en France, à droite également. Je pense à quelqu'un comme André-François Poncet, qui était à l'époque ambassadeur à Berlin, qui se sont dit, mais attention, ce livre est monstrueux parce qu'il est porteur d'un projet idéologique totalitaire qui va détruire l'Europe. Ils n'ont pas été suffisamment entendus. Alors évidemment, on ne peut pas refaire l'histoire, mais on peut au moins, pour l'avenir, faire en sorte que ce livre soit reçu comme il doit l'être. Merci Jean-Yves Camus. On parle sport tout de suite, car c'est sans doute l'un des plus grands coureurs de tous les temps. Le champion éthiopien Haile Gebrselassie, 42 ans, 2 fois champion olympique, vient d'annoncer son retrait de la compétition. C'était après une ultime course à Manchester, mais il continuera de courir, a-t-il promis. Maël Benoliel. L'empereur éthiopien raccroche ses pointes. Haile Gebrselassie, le plus grand coureur de fond de tous les temps, l'a annoncé ce dimanche à l'issue du 10 km de Manchester, où il s'est classé 16e. Une course qu'il avait déjà remportée à 5 reprises. Surnommé le petit homme vert en référence à son 1,64 m et à la couleur du maillot éthiopien, il met fin, à l'âge de 42 ans, à une carrière phénoménale. Débuté il y a 23 ans par une victoire sur 5000 mètres et 10 000 mètres lors des championnats du monde junior de Séoul de 1992. Le sprint final du 10 000 mètres est même resté dans les mémoires. Alors qu'il dépasse son rival dans la dernière ligne droite, le Kényan en colère lui décroche un coup derrière la tête. La légende est en marche. Double champion olympique du 10 000 mètres en 1996 à Atlanta et en 2000 à Sydney, quadruple champion du monde entre 1993 et 1999, l'homme aux semelles de vent aura établi 27 records mondiaux durant sa carrière. Lors de la finale à Sydney en 2000, le coureur entre un peu plus dans l'histoire en s'imposant sur la ligne après un dernier sprint inoubliable. En 2002, Gebrselassie quitte les pistes des stades pour courir des marathons. Et là aussi, cette deuxième carrière sera couronnée de succès, avec notamment 4 victoires à Berlin. En 2008, il devient même le premier homme de l'histoire à courir les 42 km de l'épreuve en moins de 2 heures et 4 minutes. Si la plupart de ces records ne tiennent plus aujourd'hui, il ne fait aucun doute qu'Haile Gebrselassie referme un chapitre de l'histoire de l'athlétisme. Celui qui a entretenu sa forme tout au long de ces années avec du thé et du miel de son pays
avait déjà annoncé en 2010 la fin de sa carrière avant de se rétracter quelques jours plus tard. Cette fois-ci, cela devrait être la bonne pour l'empereur Gebre Selassie, comme l'a confirmé la Fédération internationale d'athlétisme. Véritable idole en Éthiopie où il est devenu un homme d'affaires, Haïlé Gebre Selassie est également ambassadeur de plusieurs organisations des Nations Unies. On va retourner tout de suite à Jérusalem, à la Knesset, puisque l'on suit ce soir le premier vote de la nouvelle coalition Netanyahou. Et il semble justement que ce premier vote soit intervenu il y a quelques minutes. Daniel Haïk, vous êtes sur place. Premier vote donc pour Netanyahou réussi ? Oui, effectivement, Jean-Charles, premier vote, premier succès. 61 députés de cette nouvelle coalition ont voté en faveur de cet amendement qui permet au Premier ministre d'élargir le nombre de ministres dans son gouvernement et de vice-ministres. C'est donc un succès pour Binyamin Netanyahou, mais on peut dire que c'est un succès partiel parce qu'il faudra encore confirmer. Il faudra confirmer surtout demain soir, peut-être même mercredi matin, lors des votes en seconde et troisième lecture, après que la loi ait été traitée demain matin dans une commission spécialement conçue à cette occasion. Et donc Binyamin Netanyahou peut se dire satisfait ce soir, mais il devra confirmer avec sa coalition gouvernementale dans la journée de mercredi. Merci Daniel Haïk, donc en direct de Jérusalem pour ce premier vote obtenu par Netanyahou. Dans un instant, juste après le journal, vous avez rendez-vous avec Stéphane Calvo, l'émission reportage et un entretien exclusif accordé par le président du Kurdistan irakien, Massoud Barzani. En voici un extrait tout de suite. Un tiers du territoire irakien et un tiers de la Syrie sont aujourd'hui sous contrôle de l'État islamique. Des dizaines de milliers de combattants qui occupent une surface presque équivalente à celle du Royaume-Uni. Leur objectif, établir un califat basé sur la charia, la loi islamique remontant au 7e siècle. L'État islamique ne se trouvait alors qu'à quelques kilomètres d'Erbil, la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien. Le général Sirvan Barzani est le chef des forces kurdes. Ces hommes le perçoivent comme le sauveur du Kurdistan. Il y a un an, il a été mandaté par son oncle pour diriger une force destinée à bloquer l'avancée de l'État islamique. Erbil, la capitale kurde, était alors sérieusement menacée. Ils disent « c'est notre charia, nous ne les acceptons pas, ce ne sont pas des musulmans ». Comme ils n'acceptent pas les non-musulmans, lorsqu'ils occupent un endroit, ils tuent les gens, prennent les femmes. Ils disent « c'est... » Voilà, reportage donc au Kurdistan irakien, c'est à voir dans une dizaine de minutes, juste après un nouveau point sur l'actualité qui vous sera proposé dans un instant. Puis je vous rappelle donc la première loi proposée par Netanyahou avec sa nouvelle coalition vient donc d'être adoptée à l'instant à la Knesset avec cette majorité fragile, mais qui a fonctionné de 61 voix. Nous au journal, à venir dans un instant. Bonne soirée.